On poursuit tout de suite cette deuxième session des FIC Talks. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints le temps de la pause. Nous allons tout de suite parler des villes intelligentes. Avec leur déploiement, la question de la sécurité des données est posée. Pour en parler, j'accueille tout de suite sur scène Helmi Reiss, responsable dans la division sécurité chez Axians. Helmi Reiss. Merci beaucoup. Ah oui, ça va. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Helmi Reiss, je suis responsable des activités cybersécurité chez Axians Cybersécurité. Alors normalement ça marche comme ça. Alors qui fait partie de Vinci Énergie. J'ai 15 minutes pour vous faire une présentation sur un sujet sur lequel travaille Vinci Énergie depuis plusieurs années. Vinci Énergie fait partie de Vinci, on pèse 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et est basé sur 5 grandes marques. Actemium, si vous connaissez, qui a une forte notoriété pour les réseaux industriels. Citeos, sujet d'aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec les villes dans la transformation urbaine et transformation des villes. Et puis le bras ICT de Vinci Énergie, qui est Axians. Nous faisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, avec plus de 9000 collaborateurs sur 22 pays. Et puis dernièrement, Axians a racheté Aliacom et qui devient du coup Axians Cybersécurité Paris. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les villes intelligentes. Comme on l'a bien vu dans le film de tout à l'heure, une ville intelligente, c'est un ensemble de services qui est proposé aux citoyens, de services d'administration intelligente, de transport, pour des citoyens intelligents, des services de smart energy, etc. Ces services-là, ils permettent d'améliorer l'expérience quotidienne des citoyens et puis de rendre la ville plus efficace. Voilà quelques exemples de projets sur lesquels a travaillé Axians depuis plusieurs années. Par exemple, dans la ville à Mannheim, en Allemagne, Axians a accompagné la ville pour sa transformation, pour l'éclairage public, mais aussi pour la mobilité et à gérer le projet de Smart City à Mannheim. Aussi un projet très intéressant, je trouve, dans la province hollandaise où on fait un calcul du taux d'eau sur les routes pour faire de la maintenance prédictive. Une ville intelligente aussi, c'est quelque chose qui peut ressembler à quelque chose de commun, mais réellement, c'est quoi? C'est des composants connectés à travers des passerelles et puis connectés avec un réseau de télécommunications, un réseau plus ou moins commun qui donne ces données-là sur des data centers avec des applications. Donc, il y a réellement quelques changements au niveau des protocoles qui sont plus ou moins hétérogènes, mais c'est quelque chose qui ressemble enfin, c'est des projets qui ressemblent à des choses qu'on connaît plus ou moins. Et du coup, pour ces types de projets, et moi je suis ici pour partager avec vous certains retours d'expérience et certaines réflexions essentiellement concernant la protection des données à caractère privé pour ce type de projet, il y a des écueils. Le premier écueil, c'est que ces projets-là avancent rapidement, voire très rapidement. C'est normal, les élus sont là aussi pour bouger les choses, mais cette rapidité, elle peut impacter, comme d'habitude, comme ce qu'on voit tous les jours dans notre activité, c'est que la sécurité elle est embarquée à la dernière minute ou dans une phase très avancée. Donc, il y a des enjeux politiques. Il y a aussi un problème qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs silos qui avancent en même temps, ce qui nous donne une absence d'une approche globale de la gestion du projet avec plusieurs entreprises qui agissent en même temps. Il y a, comme je disais tout à l'heure, une hétérogénéité technique, donc plusieurs protocoles sur des composants. Ça rend aussi parfois les sujets plus ou moins complexes. Et puis, garder l'inventaire des données ou maintenir l'inventaire des données de façon exhaustive reste un challenge en lui-même. Ces composants, donc, comme la sécurité est embarquée en dernière minute, les composants sont peu sécurisés. On a une standardisation des normes qui commence à aboutir, mais sont
plus ou moins abouti aujourd'hui. Et puis, comme tout le monde, les collectivités, les villes, comme nous, experts de sécurité, nous souffrons d'une pénurie de ressources en la matière. Du coup, quand il y a la sécurité, elle est exposée, elle est embarquée en dernière minute, évidemment, il y a des risques de sécurité. Je suis un amateur de films de science-fiction. Je voulais partager avec vous quelques films que j'ai bien aimés il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune. Il y a le film Black Hat au Hacker de Michael Mann en 2015 où on présente l'histoire de quelqu'un qui prend le contrôle d'une centrifugeuse et puis qui cause un problème à la ville. Et puis il y a le film en 2008 qui s'appelle The Eagle Eye, qui est produit par Steven Spielberg et qui présentait une machine dotée d'une intelligence artificielle qui utilisait des actionneurs et des citoyens pour faire un putsch politique. Il est manipulé pour faire un putsch politique. En 2008, c'était de la science-fiction. Bon, disons que de plus en plus, la vraisemblance, elle devient de plus en plus réelle. Il y a la science-fiction et il y a la réalité aussi. Donc, comme vous voyez ici, quelques exemples d'attaques réelles qui ont été menées sur les services de Smart City. Par exemple, ici, un exemple d'un garçon qui a déraillé un train en Pologne en 2008, ou des pirates qui ont mené des attaques ciblant des sirènes qui vont lancer 156 sirènes à Dallas en 2016. Dans le contexte des États-Unis, ça peut être quelque chose de très compliqué à vivre. Alors, ces composants, ces smart cities collectent des données personnelles, ça veut dire les données de géolocalisation, des données concernant nos habitudes, nos comportements, mais aussi des données plus ou moins biométriques, des identifiants sur les composants qu'on a ou qu'on utilise au quotidien. Et cette collecte-là se fait de manière vraiment très massive. Donc, nous tous, on dit, pour protéger ces données à caractère personnel, la solution serait évidemment GDPR. Mais on sait tous que la réalité de GDPR est un réel catalyseur et il sensibilise, il nous aide à travailler pour sensibiliser les collectivités sur ce type de projet, mais son application, elle porte beaucoup de défis. Premièrement, voilà une question. Donc, un des principes de GDPR, c'est le consentement positif. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous assurer le consentement de 500 000 habitants de la ville de Lyon sur des traitements de données à caractère personnel qui se font de manière continue, transparente et à leur insu? C'est un vrai challenge. Comment on va assurer le principe GDPR d'une collecte limitée pour une finalité précise avec une collecte massive? Comment on va s'assurer que les données ne seront pas réutilisées pour d'autres finalités? J'étais très rapide. Ce que vous voyez, la photo que vous voyez, c'est un logiciel chinois qui s'appelle Sensei Video qui identifie de façon très continue, très fluide, les objets. Enfin, ça, c'est la version sur YouTube, je ne sais pas la version réelle, mais la collecte et l'identification des objets, elle est faite de façon très, très fluide. Donc, je disais comment on va s'assurer que ces données ne sont pas réutilisées pour d'autres finalités. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats des recherches de l'Université de Washington sur les algorithmes de prédiction des crimes. Ça me rappelle un peu une série qui s'appelle Black Mirror. Une autre question, quelle serait la transparence des algorithmes qu'on va proposer aujourd'hui et qui sera mise en œuvre? Est-ce que les cités sont au courant et elles réalisent vraiment le volume de données qu'elles maîtrisent? Est-ce qu'elles savent déjà qu'elles sont les propriétaires de ces données de telle ampleur? Et puis, de quels moyens disposent ces collectivités-là, ces villes, pour maîtriser leurs sous-traitants, leurs partenaires, ceux qui hébergent les données, ceux qui ont la charge de stockage, etc. Et puis, dernièrement, un dernier challenge, en tant que citoyen intelligent, dans une ville intelligente, est-ce que j'ai le droit, moi, à la portabilité de la ville, si je déménage de la ville de Rennes à la ville de Lille, et est-ce que j'ai le droit à l'oubli? Tant de challenges qui ont été publiés dans un article de Rob Kitchen en 2016 qui résume un peu l'ensemble des défis de la sécurité, de la protection des données à caractère privé pour les collectivités. Donc c'est un document très intéressant que je vous conseille vivement de consulter. Alors, dans le domaine de la sécurité, il faut accepter de vivre avec les bactéries. On dit, voilà, de toute façon, on va se faire attaquer. Maintenant, il y a deux paramètres très importants. Time of detection,
time of response. Quand est-ce qu'on détecte, quand est-ce qu'on répond. Donc, sur ces principes-là, on peut bâtir une stratégie. Protéger, détecter et répondre. Pour la phase de protection, ça passe évidemment par de la gouvernance, par la nomination d'un DPO. Les collectivités peuvent se mettre entre elles pour partager un DPO qui peut assurer ce projet-là. Par exemple, la mise en place d'un comité éthique, plus ou moins, ou un comité qui contrôle les traitements des données à caractère personnel. Il y a une expérience très intéressante qui a été menée dans la ville de Seattle, où il y a un comité consultatif, mais constitué par des universitaires, des chercheurs, mais également des gens du métier, afin qu'ils donnent leur avis sur l'ensemble des traitements qui sont en cours. Et évidemment, vous entendrez parler tout au long du FIC, privacy by design, privacy by default, security by design, security by default. Il y a également l'analyse de risque qui doit être menée, des PIA, analyse de risque. Il y a un document très intéressant, un article de Lisbeth Van Zunen qui a défini des matrices, des quadrants dans lesquels on spécifie les traitements, on les définit et on sait est-ce que ces traitements utilisent des données à caractère personnel ou pas pour des services ou pour des surveillances. Et parmi les exercices que je trouvais très amusants, c'est de dire, voilà, le but ou un des exercices ou des services que vous voyez dans les villes, c'est la gestion des déchets. Et on se dit qu'on ne peut pas, à partir d'une gestion des déchets, arriver à identifier le voisin qui n'a pas appliqué les règles de tri sélectif et puis lui infliger une pénalité. Dans la préparation, dans la protection, évidemment, ce que je conseille très vivement généralement à mes clients, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Se focaliser sur l'essentiel et optimiser ses efforts, se concentrer peut-être sur ce qui touche la vie des gens que plutôt sur les services qui donnent l'heure d'ouverture et de fermeture, par exemple, des administrations, et puis harmoniser la gestion de projet avec une harmonisation qui identifie les différents intervenants, toute la partie prenante et qui définit tout ça dans les règles. Autre expérience peut-être intéressante sur laquelle on a un conseil, c'est en fait, pour éviter la contagion, on peut définir différentes plaques qui communiquent entre elles si c'est nécessaire. Cette communication pourrait être chiffrée et surveillée. Et puis, il faut de toute façon maîtriser ces actifs, connaître l'ensemble ou plus ou moins avoir une vision plus ou moins claire sur l'ensemble des équipements qui sont déployés et qui doivent être testés et inspectés, en plus des ensembles des algorithmes de la veille sur le traitement des algorithmes qui traitent les données à caractère personnel avec l'ajout de l'intelligence artificielle, d'imaginer de nouvelles règles pour obtenir le consentement pour des villes de centaines de milliers d'habitants et puis utiliser peut-être des nouvelles mesures d'anonymisation si cela serait difficile d'obtenir le consentement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé sur certains traitements qui veulent identifier le mouvement de foule d'avoir le visage détaillé des personnes. On pourra avoir juste la silhouette qui pourrait nous donner ces indicateurs. Pour la détection, il faut évidemment auditer la maturité de la ville et de la Smart City et de ses différents services. On peut passer maintenant au stage du pen testing d'une ville. Il y a une vidéo très intéressante qui a été publiée au Black Hat en 2015 qui présente un peu la démarche pour pen tester une ville. Et oui, mesdames et messieurs. Et puis, la détection se fait aussi par les services managés. Si les collectivités ne disposent pas des moyens et des ressources, il faut outsourcer cette activité de SOC ou de supervision sur les différents volets et différentes couches de la Smart City. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Axians, proposons ce type de service. Évidemment, la dernière étape, c'est la réponse. Éviter d'improviser le jour d'une attaque et préparer tout ça avec le Smart City CERT Computer Emergency Response Team. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être réalisés sur ce sujet, que ce soit avec l'ENISA ou, par exemple, il y a une initiative qui s'appelle securingsmartcities.org qui réunit plusieurs intervenants à travers le monde, qui définit des guides et puis des documents extrêmement
pertinents, mais aussi d'autres groupes de travail qui publient plusieurs recherches sur la sécurité des données, des objets connectés, comme l'IoT Cyber Security Alliance ou Cyber Security Foundation. Il y a une effervescence autour de ce sujet, comme on vient de le voir sur la présentation, sur la vidéo de tout à l'heure, qui nous donne une note d'optimisme sur laquelle on peut terminer cette présentation. C'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique positive, il y a une effervescence. Par contre, le monde des villes intelligentes et des objets connectés en général reste très vulnérable. Vous n'êtes plus seul, mais bon, il faut prendre en considération ce type de service-là et ce type de contraintes et d'exigences dans les types de projets de Smart City. Pour terminer, par rapport à l'ensemble des challenges qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au FIC ou ailleurs, vous avez la robotique, l'intelligence artificielle, les données, les équipements connectés ou autres. Parfois, nous, en tant qu'experts de sécurité, on essaye d'innover, d'imaginer quel type de solution ou d'approche on peut présenter à nos clients ou à nos mandataires, mais parfois je me dis qu'il faut retourner aux fondamentaux. Il y a 2500 ans, Sun Tzu avait écrit un livre qui est aujourd'hui le guide de tous les militaires. Ceux qui sont là connaissent peut-être le livre, et puis d'où on a extrait le principe de défense en profondeur. Donc il citait « Know your enemy ». Know yourself, know your enemy, 1,000 of battles, 1,000 of victories. Merci beaucoup.